édition des webconférences mensuelles de Landar. Pour cette 5e édition, nous allons aborder la thématique de la sexualité et dans la polyarthrite rhumatoïde. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les intervenants de ce soir, on va faire une petite vérification technique. Alors, voyez sur votre droite un encart avec un onglet chat. Donc, pour vérifier que tout fonctionne bien de votre côté, ah ben voilà, on voit les habitués. Hein. Donc, mettez votre nom et votre ville. Donc, je vois un bonjour de Catherine de Libourne. Ça a l'air de fonctionner, mais pour l'instant... Ah, si, oui, non. Sylvia de Paris, ok. Ah, ça arrive en masse là, ça y est. Michel du Havre, Karine de Clermont, ok. Damien de Montpellier, très bien. Ok, c'est bon, tout a l'air de bien fonctionner. Oula, oui, ça arrive. Parfait. Donc, les intervenants de la webconférence de ce soir, Muriel Bassi-Galupo, sexologue à Montpellier. La directrice de Landar, Sonia Tropé, qui va animer cette webconférence ce soir. Pascal Lacoste, qui nous observe et qui nous soutient ce soir dans les aspects techniques et logistiques. Et moi-même, Élodie Rigaille, qui travaille pour Dr Spock, partenaire pédagogique de Landar. Voilà pour nous. Donc, je vais laisser la main à Sonia, qui va présenter la webconférence. Bonsoir, donc c'est encore un plaisir d'avoir une webconférence ce mois-ci. Donc je vais commencer par une petite actualité à laquelle Landar participe. Donc c'est la grande étude internationale RM Matters lancée par le laboratoire Lilly, à laquelle Landar a contribué en association avec la FPRIC. Nous vous en avons déjà parlé au travers des newsletters et sur le site internet et les réseaux sociaux, et certains d'entre vous y ont contribué d'ailleurs directement. Ainsi, de nombreux sujets ont été questionnés et ça a permis de collecter au travers de 8 pays les sujets qui comptent vraiment pour vous, notamment le sujet de la compréhension de l'entourage. Et donc, nous allons vous partager le clip de sensibilisation autour du dialogue avec cet entourage, que ce soit à la maison, au travail ou même avec l'équipe soignante. Donc, je vous montre ça tout de suite. Comment vas-tu ce matin, chérie? Je vais bien. Je connais déjà le manchot empereur, le manchot royal, le manchot papou et le grand pingouin. Est-ce que tu vas bien, maman? Je vais bien. Tu sais, pendant que j'avais le dos tourné, Max a peint les cheveux de Christelle en rouge et en vert. Je ne pouvais pas le croire. Enfin bon, et toi, comment ça va ce matin? Ah, je vais bien. Tout va bien, madame? Oui, je vais bien. Jeanne? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. Oui, d'accord? allez. File. Jeanne? Oui, je vais bien.
Donc là, vous voyez, c'est le programme des webconférences passées. Vous pouvez voir en replay et les conférences à venir avec notamment le méthotrexate le mois prochain. Donc après ce petit film qui est très très émouvant, vous l'aurez remarqué. Donc parmi les sujets qui sont pas toujours abordés facilement et qui pourtant posent question, il y a la sexualité. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Muriel Bassigaloupo, sexologue, complice de Landar depuis quelque temps déjà, qui va nous éclairer sans tabou sur ce sujet souvent délicat. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation, Sonia et toute l'équipe. Ça fait plaisir d'être présente et de pouvoir aborder un sujet qui m'est cher, puisque j'en ai fait ma profession. Pour peut-être introduire le sujet, j'ai pensé vous raconter une petite anecdote. J'ai eu l'occasion de confier à des patients et à des amis là ces derniers jours le fait que j'animais cette webconférence ce soir sur polyarthrite rhumatoïde et sexualité. Et à ma grande surprise, la réaction de tous, sans exception, a été la même. Ça a été: quel est le rapport entre les deux? Donc, je me suis dit qu'il fallait déjà que je réponde à cette interrogation-là, qui me paraissait quand même fondamentale, et puis finalement, après coup, peut-être pas aussi surprenante. Donc, petit rappel en chiffres, il y a environ 15 millions de malades chroniques en France. Et selon les études, il semblerait qu'il y ait 2 à 6 fois plus de difficultés sexuelles chez les patients atteints de maladies chroniques que dans la même population, même sexe et même tranche d'âge. Et il y a, si on regarde plus spécifiquement pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a environ 250 000 personnes qui en sont atteintes en France. Et cette polyarthrite aurait un impact négatif sur la vie sexuelle chez 70% des personnes qui en sont atteintes. Donc, à la question quel est le rapport entre les deux, je pense que là, il est assez évident. La polyarthrite rhumatoïde peut effectivement vraiment impacter et perturber la santé sexuelle des patients qui en sont atteints. Alors Muriel, on l'évoquait tout à l'heure, la sexualité est un sujet que l'on n'ose pas aborder en consultation, et ça qu'on soit du côté du soignant ou du côté du patient. Alors, c'est bien là, je veux dire, aussi, enfin, c'est peut-être pas le premier problème, mais en tout cas, ça en fait partie. On a conscience de cette difficulté. D'ailleurs, je pense que les réactions tout à l'heure de mes patients ou de mes amis sur quel est le rapport entre les deux, c'est peut-être des gens qui souffrent pas de polyarthrite rhumatoïde. Sinon, à mon avis, ça leur paraîtrait peut-être plus évident. Mais en tout cas, il y a effectivement cette réalité-là. Et on a un souci, c'est que on a des patients qui sont en souffrance dans leur vie sexuelle, mais qui osent pas forcément en parler parce que c'est quand même un sujet assez intime, qui est encore assez tabou. Il y a de la gêne, il y a de la honte. En général, on est plus extraverti quand il s'agit de se vanter de nos prouesses sexuelles que de parler de nos difficultés. Et puis, très souvent, ils sont pas non plus certains que ce soit du ressort du praticien qu'ils ont en face d'eux. Et puis, de l'autre côté, on a des praticiens, des équipes soignantes qui sont pas forcément formés, d'ailleurs peu le sont, à communiquer en santé sexuelle. Ils manquent de temps au niveau des consultations, ça c'est une réalité. Ils sont souvent eux-mêmes gênés par le sujet, parce que c'est aussi un sujet qui est du domaine, encore une fois, du tabou. Et puis, ils ont très très peur de mettre le patient mal à l'aise et d'être du coup intrusif. Donc, il y a réellement cette retenue-là entre les deux parties. Pourtant, on fait quand même, nous, un constat, et moi, depuis ces dernières années, qu'il y a vraiment un nombre croissant de praticiens de santé qui souhaitent réellement s'intéresser et aborder la question de l'état de santé sexuelle de leurs patients. Et puis, on a du côté des patients des études qui nous montrent que la majorité des patients sont demandeurs et même satisfaits que la question de leur état sexuel leur soit posée. Moi, quand je reçois les patients en consultation et que je leur demande est-ce que vous en avez parlé à votre médecin traitant ou à votre spécialiste, moi, je trouve qu'encore malheureusement, trop souvent, la réponse c'est non. Et quand je leur demande est-ce que votre médecin vous a posé la question, la plupart du temps, c'est non. Donc, on a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Petit rappel, la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie
de son patient. Donc, je pense qu'à ce titre-là, il ne s'agit pas simplement de parler de sexualité pour le plaisir d'en parler ou d'être curieux ou d'être intrusif, il s'agit vraiment de se préoccuper de l'état de santé sexuelle de l'individu. D'ailleurs, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a publié en mars 2017 un plan de stratégie nationale en santé sexuelle dans lequel il est entre autres recommandé de répondre aux besoins spécifiques de la population, surtout la population plus vulnérable, entre autres les personnes étant atteintes d'une maladie chronique. Donc, il y a quelque chose là qui est en train de cheminer dans la prise en charge en santé sexuelle. Ce qui va, à mon sens, évidemment, nécessiter de la formation des soignants pour qu'ils puissent être plus à l'aise avec le sujet et donc pouvoir s'en préoccuper davantage, de façon à répondre à un droit des patients qui est celui d'être informés en matière de santé sexuelle. Alors, dans le cas de la polyarthrite, tu nous l'as montré, c'est un vrai sujet et un sujet complexe car plusieurs facteurs entrent en jeu en fait. Si effectivement on prend le temps là de regarder plus spécifiquement qu'est-ce qui se passe, de quelle façon la polyarthrite peut venir altérer la santé sexuelle, ce qu'on se rend compte quand même, là on le voit au niveau de la diapo, il y a 3 types de conséquences, directes et indirectes, primaires, secondaires, tertiaires, mais ce qui ressort principalement, c'est que c'est pas tant la maladie en elle-même qui va perturber la fonction sexuelle, c'est beaucoup plus les symptômes de la maladie. Donc, ce qu'on va appeler les conséquences secondaires et puis les conséquences tertiaires. Donc, par exemple, la fatigue, la douleur, la difficulté à se mouvoir sont des conséquences qui peuvent effectivement impacter sur les réactions sexuelles. Au niveau des conséquences tertiaires, le fait de devoir arrêter de travailler, de devoir arrêter certaines activités, même sportives ou sociales qui nous plaisaient avant, peut aussi modifier du coup l'état d'humeur, être en mécanisme de repli, de tristesse, parfois même de dépression. Et tout ça sont des éléments qu'on appelle inhibiteurs, c'est-à-dire qui vont vraiment influer négativement sur la santé sexuelle qui, elle, a plutôt besoin de fonctionner à partir de stimulants sexuels, d'informations sympathiques. Les traitements également, certains traitements peuvent avoir des conséquences sur la fonction sexuelle. Ça dépend des traitements, c'est aussi là au cas par cas. Donc voilà, il y a un petit peu tout cet ensemble-là qui va interagir négativement. Si on regarde au niveau du retentissement psychologique de la polyarthrite sur l'individu, on a tous ces éléments-là qui remontent, c'est-à-dire le sentiment de honte, la honte d'être malade, la honte que cette maladie puisse impacter justement sur sa sexualité, la peur du rejet, c'est pas toujours évident de faire accepter sa maladie par les proches, la peur de provoquer du dégoût. J'ai une dame qui me disait, mais avec les mains que j'ai, comment est-ce que je peux être encore attrayante, attractive pour une tierce personne? La culpabilité à faire supporter cette maladie-là aux proches, une altération de l'estime de soi, une altération de l'image corporelle où on se sent moins bien dans le corps, moins désirable, pouvant aller, ça je le disais tout à l'heure, jusqu'au repli, jusqu'à la dépression, et on le comprend bien avec un évitement de l'intimité affective, et parfois aussi éviter l'intimité affective pour éviter l'intimité sexuelle, de crainte que, en venant se rapprocher, faire un câlin, avoir un geste de tendresse, que ça puisse faire émerger un désir sexuel chez l'autre auquel on ne pourra pas répondre à ce moment-là. Pour ce qui est des symptômes plus spécifiquement sexuels, on va dire qu'à peu près toutes les phases de la réponse sexuelle peuvent être perturbées. Ce qui nous est le plus souvent rapporté, c'est la perte de désir sexuel.
Hein, on le comprend d'ailleurs assez bien, c'est-à-dire que la fatigue, la douleur, se sentir moins bien dans le corps, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un stimulant sexuel, c'est plutôt un inhibiteur. Donc le désir est quand même la première chose qui va être altérée, qui va chuter. À partir de là, dans une espèce de cascade, il y a une excitation qui peut avoir plus de mal à se mettre en place, qui va mettre beaucoup plus de temps et qui peut du coup générer chez l'homme, provoquer des difficultés érectiles, qui peut provoquer chez la femme une sécheresse vaginale, puisque pour que la lubrification puisse se faire, il faut que l'excitation soit suffisamment présente. S'il y a une sécheresse vaginale, la pénétration peut devenir douloureuse. Accéder à l'orgasme dans tout ça, pour l'homme comme pour la femme, ça peut devenir compliqué. On va se retrouver avec une diminution, un espacement de la fréquence des rapports sexuels, et puis voilà, comme je disais, des mécanismes d'évitement ou même de refus de certaines caresses, de certaines positions. Donc c'est un petit peu tout ça là qu'on risque de voir apparaître. Alors c'est pas un tableau très sympathique, j'admets. Malheureusement, voilà, surtout dans les périodes de crise, c'est quand même la réalité de beaucoup de patients atteints d'une maladie chronique. Des problèmes relationnels vont éventuellement aussi en découler. Donc, des non-dits. Alors, tout le monde, je pense, est assez d'accord pour dire que la communication, c'est quelque chose d'important. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire là, à l'heure actuelle, pour pouvoir passer des messages et se comprendre. Sauf qu'on dirait que dès que ça touche le champ de la sexualité, là, ça ne doit plus être dit. On est censé se deviner, on est censé faire les choses, qui est une idée complètement fausse. Mais c'est vrai que quand on ne se parle pas, il y a des risques d'incompréhension mutuelle, il y a des tensions conjugales qui peuvent en découler, un éloignement progressif au niveau de la sphère même affective et amoureuse avec des sérieux risques de rupture. Et puis, on a également constaté qu'il y avait un plus grand taux d'abandon des traitements médicamenteux quand la sexualité n'était pas prise en charge alors qu'il y avait des troubles sexuels, parce que le couple effectivement s'éloigne et que le ou la partenaire de la personne malade a vraiment un rôle important à jouer, un rôle motivant, motivant pour le maintien des traitements médicamenteux mis en place. Alors maintenant que tu nous as montré tous les aspects, alors bien sûr tout ce que tu as décrit n'est pas systématique et concerne pas tout le monde, mais comment on fait pour garder une vie sexuelle épanouie ? Alors, ce serait bien que je puisse vous donner une recette toute faite, qui aurait plus qu'à appliquer avec le dosage, les horaires et tout ça. Mais voilà, ça n'existe pas dans mon champ d'activité. Donc, ça demande là aussi beaucoup de créativité. Moi, je vois quand j'ai la possibilité d'en parler avec les patients en consultation, là aussi, c'est vraiment au cas par cas, puis on essaie de trouver des solutions qui soient adaptées à chaque individu. Mais j'ai envie de dire que mon premier constat pour la polyarthrite rhumatoïde comme pour les autres maladies chroniques, ça passe quand même d'abord par l'acceptation de la réalité de la maladie. Je pense à une patiente qui refusait catégoriquement cette maladie-là et qui du coup ne voulait absolument pas modifier son mode de vie, et donc à partir de là, il n'y avait pas de possibilité de l'aider. Donc l'idée première, c'est quand même ça, c'est devoir accepter la réalité de cette maladie, même si c'est pas facile, ça demande du temps, et puis faire aussi le deuil de la sexualité qu'on pouvait avoir avant la maladie, pour essayer de voir ce qu'elle peut devenir avec la réalité de cette maladie-là. Hein. Donc, c'est quelque part accepter son nouveau soi-même pour essayer ou pour se permettre de retrouver à un moment donné la voie du plaisir. Donc ça, c'est vraiment quand même l'élément important de départ. J'ai envie aussi de dire aux patients, prenez soin de vous, c'est important. C'est vrai que quand on est fatigué, quand
on est en souffrance, qu'on a mal, ça peut être compliqué de prendre soin de soi. On ne se sent pas forcément désirable. On n'a peut-être d'ailleurs même pas envie d'être désirable et désiré. On a peut-être envie qu'on nous fiche la paix. Mais je pense qu'on a le droit d'ailleurs de s'accorder ce type de moment, ce type d'espace. Mais il faut quand même essayer de garder en tête qu'il est important de prendre soin de soi, de se donner le droit d'avoir des vrais moments de détente où on s'occupe de soi, où on s'éfarniente, de faire des activités qui soient agréables, être pas juste dans des responsabilités du quotidien, et puis de se faire chouchouter, de continuer à aller chez l'esthéticienne, d'aller chez le coiffeur, de s'habiller de façon confortable ou même sexy par moment quand on se sent mieux. L'objectif étant de pouvoir continuer à poser sur soi-même un regard désirable. Et c'est ce qui permet d'être disponible par la suite aussi à la sexualité. Autre conseil que je peux donner, c'est d'essayer de trouver le bon moment. En fait, on se rend compte qu'il y a effectivement des périodes où il n'y a aucune disponibilité ni à soi ni à l'autre, et encore moins pour la sexualité. Et puis il y a des moments où voilà, c'est plus, ça nous semble en tout cas plus accessible. Alors c'est peut-être pas 23h le soir après les infos dans la chambre à coucher. Peut-être que ce sera pas non plus le matin en se réveillant si le corps est tout verrouillé. Alors peut-être que ça peut être en matinée, ça peut être en après-midi, au moment de la sieste, se donner des petits rendez-vous entre midi et 2. Je pense que l'idée, là, c'est d'essayer de s'écouter, d'identifier où sont les possibilités, de s'autoriser, pousser là, à sortir des habitudes et parfois même d'anticiper pour être capable de programmer un moment agréable. Là aussi, il y a une idée fausse. On dirait que pour la sexualité, il ne faut absolument pas anticiper. C'est comme si ça perdait de sa magie. Par contre, on entrevoit très bien d'anticiper un repas entre amis où on va se faire plaisir et là, ça n'empêche pas, c'est bizarre. Donc voilà, je pense qu'il y a une place pour la spontanéité, il faut rester attentif, mais il y a aussi une place pour la programmation. Communiquer, ça, je vous disais tout à l'heure, on a le sentiment que dès qu'il s'agit de sexualité, ça ne doit plus... Ça ne doit pas se parler, ça ne doit pas se dire, ça doit se vivre. C'est important de pouvoir communiquer pendant les relations sexuelles. Communiquer sur vos ressentis du moment. Vous avez envie de quoi? De quelle façon? Est-ce que vous avez envie de prendre plus de temps aux caresses, d'être plutôt dans une sensualité? Est-ce que, oh, alléluia, le désir est là, l'excitation est là, et là, vous auriez envie d'être plutôt sur quelque chose de plus sexuel, de plus passionnel ou érotique? Il faut pouvoir l'exprimer. L'autre ne peut pas toujours deviner et risque d'ailleurs de passer à côté complètement. Et c'est dommage. De la même façon, vous pouvez aussi exprimer vos limites. Dire, là aujourd'hui, voilà, j'ai envie de ça, je me sens capable de ça, mais je t'avertis, je pourrais peut-être pas aller plus loin que ça. Et ça va vous permettre d'adapter l'un et l'autre vos échanges sexuels à vos envies et à vos capacités du moment. Privilégier aussi, savoir privilégier des positions sexuelles peut-être plus adaptées justement à ses capacités du moment. Là aussi, ça demande un peu de sortir des habitudes, d'explorer, de tester, d'y mettre de l'humour et de rigoler. Landar avait eu une très bonne initiative sur justement les différentes positions sexuelles qui pouvaient être utilisées quand on souffre de polyarthrite rhumatoïde. Le livre, le fameux livre du Kama Sutra, alors ça fait partie des classiques, ça amuse tout le monde, mais ceci étant, voilà, il y a plein de positions proposées, parfois un peu d'ailleurs compliquées, on a l'impression qu'il faudrait savoir faire toute une gymnastique, mais ça peut être amusant de regarder les images et de se dire, tiens, peut-être que ça pourrait être possible et peut-être que ça, on pourrait l'essayer et ça permettrait d'avoir un rapport qui est plus agréable et plus confortable.
Solliciter votre imaginaire érotique. L'imaginaire érotique, c'est la capacité à aller se projeter dans des pensées sexuelles, dans des situations sexuelles agréables, excitantes. Et cette capacité-là, c'est, on va dire, le principal carburant au désir sexuel. Ça réveille le désir, ça booste l'excitation, ça facilite le déclenchement orgasmique, ça permet de sortir des habitudes, sortir du quotidien, peut-être même aussi de sortir de la douleur, hein, c'est-à-dire de pouvoir un petit peu décrocher de cette réalité et arriver à se projeter dans, j'imagine que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas 23 heures, on n'est pas dans la chambre matrimoniale, on est peut-être sur la plage que tous les deux et puis c'est vachement agréable et j'imagine que tu me dis des choses sympas que j'oserais peut-être pas te demander ou que moi-même j'oserais pas te dire et donc je vais quelque part sublimer décrocher du quotidien et sublimer ce quotidien pour pouvoir un peu oublier ma réalité et plus facilement être excitée. Privilégier aussi la sensualité par des baisers, des caresses sensuelles, des massages, jouer sur l'ambiance, la musique, les lumières tamisées, tout ce qui peut permettre aussi de décrocher plus facilement et puis de se détendre et de se sentir beau et belle. J'ai envie de dire, rappelez-vous que faire l'amour, c'est pas l'acte de pénétration, ça se réduit pas à ça. Souvent, les gens m'en parlent comme si c'était ça l'élément principal ou que c'était, même les caresses avaient comme seul objectif d'amener à la pénétration. C'est pas vrai. L'acte de pénétration, c'est une activité sexuelle parmi tant d'autres et il y a plein de façons de faire l'amour. Et en privilégiant un petit peu ces autres façons, vous élargissez le registre érotique et ça permet de préserver et de maintenir une sexualité. Vous pouvez également vous tourner vers des solutions complémentaires. On parlait de douleur à la pénétration, donc d'aller chercher l'aide d'un gel lubrifiant. Il y a récemment aussi une huile naturelle à base de plantes qui est sortie, là je crois que c'est en février, pour la femme à appliquer sur la vulve, sur le clitoris, et ça permet de provoquer une excitation génitale, d'avoir plus de sensations, et c'est un facilitateur finalement à l'excitation, donc ça peut être un coup de pouce complémentaire. Pour les messieurs qui souffrent de troubles de l'érection, maintenant on a tout un panel d'aides médicamenteuses à l'érection, d'aller chercher des antalgiques pour essayer de limiter la douleur. Il y a des techniques comme l'hypnose aussi qui sont des techniques très intéressantes pour apprendre à gérer cette douleur-là, à la réduire, à décharger des tensions et là aussi à se projeter positivement. Donc il y a pas mal d'aides complémentaires qui existent. Et puis surtout, j'ai envie de dire, voilà, il faut oser en parler. S'il y a un message à retenir, c'est quand même, à mon avis, principalement celui-là. Oser en parler entre partenaires, oser éventuellement en parler à un membre de la famille avec qui vous vous sentez en confiance, à un ami, à une amie. Oser parler de ce que vous vivez, de la polyarthrite rhumatoïde et de son impact sur la sexualité, éventuellement à votre médecin traitant, à un membre de l'équipe soignante, à un sexologue. Il y a des gens qui viennent nous voir effectivement directement en se disant bon là au moins je suis sûre qu'on est là pour parler de ça, ça va m'obliger à passer ce premier pas sur un forum. Voilà, je pense qu'on peut remercier aussi à ce niveau-là Landar qui est vraiment très proactif sur ce sujet depuis quelques années. J'en veux pour preuve ma présence ici aujourd'hui, mais qui est pas, c'est pas effectivement la première fois que je suis là. Donc, je pense qu'on a un gros travail à faire justement pour libérer la parole sur la maladie chronique et l'impact sur la santé sexuelle. Voilà Sonia, ce que j'avais moi à transmettre. Alors, je vous montre juste rapidement, je partage parce que Damien a assuré, voilà, la brochure dont on parlait, dans laquelle on peut retrouver je vous les montre puisqu'on y est. Voilà, les différentes positions en fonction du niveau de douleur, etc. Et un petit peu libérer la parole. Donc, si vous voulez vous la procurer, vous n'hésitez pas à contacter Landar, bien évidemment.
Donc ça, c'était juste pour le clin d'œil. Muriel, tu nous as évidemment montré plein de pistes à explorer. Donc là, je pense que ce soir, tout le monde va être très occupé parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas de fatalité. Et donc, Muriel, je te laisse le mot de la fin avant de passer aux questions qu'on te transmettra avec Élodie. Ben, j'ai envie de dire avec un petit peu d'humour, voilà, rappelez-vous, hein, faire l'amour, c'est un excellent antalgique. Et puis, ça sollicite tous les organes, les muscles, les ligaments. Donc, c'est une belle activité sportive qui fait du bien à tout point de vue. Voilà, et ça coûte rien, alors faut pas hésiter. Oui, pas de remboursement conditionné par la Sécu. Voilà, la prescription du médecin, etc. Élodie, si tu veux transmettre les premières questions. Oui. Alors, j'en ai vu quelques-unes déjà. Donc, d'abord, ce que j'ai vu, c'était vers quel type de spécialiste on peut se tourner justement pour parler un peu de ce sujet. Par exemple, cette personne prenez pour exemple un psychologue comportementaliste. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous conseiller comme ça des spécialistes ? Alors, ça dépend de la problématique principale. C'est vrai que pour les patients, c'est parfois compliqué de s'y retrouver, hein, vers quel spécialiste s'orienter. C'est sûr que quand il y a un symptôme sexuel et que c'est votre préoccupation première, vous pouvez vous permettre d'aller voir directement le sexologue. Et puis nous, on va faire le tri. On va essayer de faire le tri avec vous entre les causes médicales éventuelles, médicamenteuses, et puis les facteurs psychologiques ou conjugaux. Quand on a besoin de se mettre en contact avec le médecin traitant ou le rhumatologue, on le fait pour avoir certaines réponses à nos questions et de regarder en équipe comment il peut y avoir une prise en charge double ou triple. Ça dépend des différents intervenants. Si c'est plutôt le couple, la dynamique de couple qui fait souci, et la sexualité peut-être en découle, mais c'est pas la priorité. Le psychologue peut être là. Je crois que le psychologue a aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement de la maladie, de comment gérer la maladie sur la vie quotidienne, la vie sociale, le travail aussi, hein. Donc, je crois que chacun on a nos spécificités, nos modes ou nos lieux d'intervention propres. D'accord, merci. Alors, il y avait aussi une question qui était autour de la population générale, en fait. Quel est vraiment le taux de couples dans la population générale qui ont des problèmes? Parce que là, la question disait, l'APR pourrait aussi servir d'alibi pour esquiver l'acte sexuel. Alors, ça dépend. Moi, j'ai pas une réponse à ce niveau-là. J'ai pas les chiffres sous les yeux. Puis nous, on a plutôt des chiffres en fonction de chaque symptôme sexuel. Donc, c'est difficile de dire quel est le pourcentage de gens qui souffrent dans leur sexualité et quel est le pourcentage de gens qui se disent vraiment épanouis sexuellement. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'être tout au long de leur vie épanouis sexuellement. Je suis pas, à mon avis, le pourcentage, il est, voilà, très, très réduit. Donc, je pense qu'il y a des difficultés dans la population générale, mais comme on voyait dans les chiffres au tout début de la présentation, on a quand même des études qui montrent qu'il y a 2 à 6 fois plus de difficultés sexuelles chez les patients atteints d'une maladie chronique par rapport à la population générale qui est, en tout cas, qui n'est pas atteinte de maladie chronique. Donc, il y a quand même cette réalité-là, hein. Je racontais, je disais l'autre fois lors d'une conférence que, voilà, c'est déjà pas simple d'avoir une vie sexuelle en bonne santé avec les aléas du quotidien, le stress, les enfants, les soucis financiers, matériels. Donc, on imagine très bien qu'en rajoutant une maladie chronique, ça ne peut être qu'encore plus compliqué. Mais effectivement, comme disait Sonia, c'est pas une fatalité non plus. Alors, on a une question sur le sexe de la personne, à savoir, est-ce que la maladie a un impact différent en fonction du sexe? Donc, vous avez parlé effectivement des symptômes, troubles de l'érection, etc. Mais cette personne, je pense, aimerait un petit peu plus d'informations sur ce sujet.
Alors, il semblerait, puisque j'ai vu une étude passer là, d'ailleurs, je crois que c'est celle de Lily, il semblerait que les femmes, la santé sexuelle des femmes atteintes de polyarthrite soit un peu plus perturbée que celle des hommes. Et on m'avait d'ailleurs posé la question de comment est-ce que j'explique cette différence. Alors, j'ai plus le taux en tête, c'était peut-être 49% des hommes pour 56% des femmes, quelque chose comme ça. Bon, moi, l'explication que j'ai envie d'apporter à ce niveau-là, c'est que la sexualité féminine est de façon générale quand même plus fragile que la sexualité masculine, peut-être là plus liée à l'éducation qu'on a reçue en matière de sexualité. Et on n'a pas tendance à mettre la sexualité au premier rang de nos priorités ou à se servir de la sexualité pour se rassurer, pour se détendre, pour se faire du bien. On passe autre chose. Voilà, je dis on d'ailleurs, puisque je suis la genre féminine, donc je peux me sentir concernée. Mais voilà, effectivement, on a tendance à passer autre chose, ce qui fait que dès qu'on a des soucis, dès qu'il y a des aléas, on parle de la fameuse charge mentale, c'est le concept à la mode, mais c'est quand même une réalité. La sexualité, elle est vite perturbée. Les messieurs semblent davantage savoir préserver cet espace de désir et semblent davantage savoir se servir de la sexualité pour se faire du bien, pour se détendre, pour se rapprocher de l'autre, pour maintenir cette complicité. Donc c'est ce décalage, à mon sens, qui pourrait expliquer que les femmes soient encore plus atteintes que les hommes. Alors, on a eu des commentaires. Sans PR, il y a quand même des problèmes de santé sexuelle dans la population générale. Donc, ça fait plaisir à tout le monde de se dire que oui, PR ou pas, il y a des soucis. Et ça rejoint un peu là une question qui nous dit la PR arrive souvent à un âge où on subit, entre guillemets, la ménopause et où, de fait, la libido baisse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien de ce côté-là aussi? Oui, après, je veux dire, tout élément, je vous parlais de stimulants et d'inhibiteurs tout à l'heure, donc il y a tous les éléments qui sont susceptibles de venir éveiller le désir, l'excitation, le plaisir, et puis au contraire, on a tous les inhibiteurs de l'autre côté, qui sont les éléments négatifs qui sont susceptibles de venir perturber la sexualité. La ménopause, bien entendu, en fait partie, parce qu'elle génère une carence hormonale, puis parce qu'elle agit aussi les troubles du sommeil, les bouffées de chaleur, éventuellement une sécheresse vaginale. Mais là aussi, c'est toujours au cas par cas. Tout le monde n'est pas touché par la ménopause de la même façon. Et c'est vrai que quand on juxtapose les éléments, il y a un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Ça charge un peu. Alors là, on a eu un commentaire de Sylvia qui nous disait qu'elle, quand elle en a parlé à son soignant, le soignant a dit, bah, écoutez, autant rencontrer une personne malade, elle aussi, comme ça, elle comprendrait mieux. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce merveilleux conseil? Écoute, en tout cas, il a donné un conseil. Il n'a pas fui totalement la question. Je suis pas certaine que ça soit la solution parce que les problèmes de un plus les problèmes de l'autre, en général, ça fait pas moins de problèmes. Maintenant, il va se dire qu'il faut encore composer encore plus avec les possibilités, les capacités, les limites de chacun. L'avantage peut-être, c'est qu'il peut y avoir une meilleure compréhension. Je sais ce que tu vis, puisque je vis des choses similaires, donc peut-être que là, effectivement, il y a une meilleure compréhension, mais plus d'indulgence. Mais voilà, je pense que il y a pas de bonne réalité là-dessus. Bah, je vais rebondir sur justement le témoignage de Sylvia. Effectivement, j'ai un autre témoignage qui dit que les équipes soignantes sont parfois désemparées pour en parler en ETP par manque de formation. Donc, qu'est-ce que vous pourriez conseiller justement à ces personnes qui aimeraient se former un petit peu plus, des professionnels de santé du coup, qui manquent aussi d'informations, oui, peut-être. Alors, on travaille là activement à essayer justement de mettre des choses en place pour pouvoir répondre à ce manque de formation du personnel soignant et plus spécifiquement en ETP. Donc, ça fait partie là des projets à venir où on va essayer de bouger les choses et ça me paraît vraiment indispensable. Mais après, c'est aussi à chaque intervenant de regarder sur sa ville, aux alentours, s'il y a possibilité d'aller chercher une formation spécifique. Il y a une chaire
en santé sexuelle qui proposent des webconférences comme ça. Alors, je ne sais pas si elles sont mensuelles, et où justement vous avez accès à un début de formation sexologique avec tout un tas de problématiques qui sont abordées. Donc, ça peut déjà être une première porte d'entrée pour aller se former. Et puis, après, effectivement, il y a les DU de sexologie. C'est peut-être un peu plus engageant là sur le long terme. Mais voilà, on travaille à essayer de faire bouger les choses. J'ai bon espoir que ça va venir. Alors justement, on avait une question en lien direct puisqu'on nous a demandé s'il y avait des infirmières ou des rhumatologues qui étaient sexologues. Donc Muriel, on sait qu'il y a une fameuse Karine à Clermont-Ferrand et je crois qu'elle est connectée ce soir, qui est effectivement une infirmière sexologue. Donc ça existe. Karine nous fait un petit cœur là, donc Karine, on t'a reconnu. Mais donc oui, ça existe. Maintenant, j'avoue que moi personnellement, j'en connais pas énormément des perles rares comme ça. Je sais pas, Muriel, de ton côté. Il y a des infirmières sexologues, puisque, enfin moi je sais en enseignant au DU de sexologie, j'ai eu quelques élèves, donc et pas que sur Montpellier, il y en a sur toute la France. Donc oui, il y a des infirmières sexologues. Maintenant, est-ce qu'elles sont comme Karine avec cette formation rhumato, bon, ça c'est autre chose. Par contre, pour ce qui est des rhumato-sexos, je dis peut-être une bêtise, mais pas à ma connaissance. Voilà. À voir. On va peut-être créer des envies, hein? Oui, voilà, c'est ça. On va créer des vocations. Des vocations, oui. Donc, on a encore quelques petites questions là. J'en ai une sur les douleurs, justement. Comment parler du fait qu'on a mal pendant les rapports? Donc, déjà, il y a un manque de libido patent d'après ce témoignage. Mais voilà, comment parler du fait qu'on rencontre des douleurs et à quel moment s'arrêter? C'est vrai que c'est difficile d'écouter son corps, surtout pendant l'acte. Donc, est-ce que vous avez des conseils? La personne je présume, parle de douleur à la pénétration. Lors des rapports, donc oui, j'imagine rapports. que c'est pendant la pénétration. D'accord. Donc là aussi, on va tout de suite s'interroger sur les causes. Hein. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une problématique gynécologique qui pourrait justifier ou expliquer ces douleurs-là lors de la pénétration, que ce soit une inflammation, des mycoses, voilà, toute infection gynécologique potentielle. Est-ce que la femme est ménopausée, il y a une sécheresse vaginale avec là un intérêt de venir compenser avec un traitement hormonal local, l'aide d'un gel lubrifiant potentiellement. Ou est-ce qu'éventuellement on est sur des facteurs plutôt psychologiques où il y a un manque de lâcher prise, peut-être un manque d'excitation mentale qui fait que l'excitation vaginale ne prend pas toute sa place. Hein. Donc, et à ce moment-là, en fonction des causes, on va essayer de donner des conseils appropriés. Et puis, je pense que c'est important de le dire, par contre, aux partenaires. Si j'ai un conseil à vous donner à ce niveau-là, ne vous faites pas subir des pénétrations douloureuses parce que ça déclenche ensuite un cercle vicieux où vous aurez même pas commencé la pénétration, vous serez déjà dans une anticipation de la douleur et de ce fait, vous aurez le réflexe de contracter, de serrer et donc de favoriser à nouveau l'émergence de cette douleur-là. Donc, dès que ça fait mal, il faut arrêter et rebasculer, si vous le souhaitez, sur des caresses sensuelles, agréables, excitantes. Il y a d'autres façons de donner du plaisir. Et puis, vous aurez le temps après de cogiter sur le pourquoi du comment et de chercher des solutions. D'accord, merci. On a eu beaucoup de questions autour du désir. Quand le désir n'est plus là, que faire? Je pense que tu as répondu au travers de ta présentation, justement, toutes les possibilités à explorer et à chacun de trouver celle qui est efficace pour soi. On a eu aussi un retour là, une question sur quand un mari est beaucoup plus actif sexuellement en regard du manque de désir de sa compagne, comment gérer? Là aussi, j'imagine, c'est un travail commun du couple pour trouver la bonne rythmique, on va dire. Tout à fait, trouver un entre-deux hein, où chacun puisse se sentir respecté, mais avec effectivement un effort à faire des deux côtés, oui.
Donc là, on a des différents témoignages sur la douleur articulaire activée par, donc là, comme c'est très bien écrit, activée par les mouvements sexuels. Donc je pense que là, on raccroche aussi un peu avec le Ruma Sutra qu'on a présenté tout à l'heure, d'essayer de trouver les positions finalement qui sollicitent le moins possible l'articulation douloureuse pour parvenir à avoir un acte sexuel qui reste agréable. Oui, oui. Effectivement, c'est ce on a parlé tout à l'heure, c'est basculer sur des caresses ou des positions qui sont plus adaptées et qui vont pas solliciter et activer cette douleur-là. Tout à fait. Et on a une question qui, je pense, est un peu la question sous-jacente de tout le monde, de tous ceux qui, comme tu disais, ne disent pas quand ça fait mal ou se forcent un petit peu. Peut-on imposer à son partenaire une période de disette sans le perdre? Oui, on peut lui imposer. On est libre de tout. Après, je pense que là aussi, c'est d'autant plus important de parler et d'expliquer et de rassurer l'autre sur le fait que c'est peut-être, voilà, que c'est pas l'autre qui est pas désirable, qu'il s'agit pas de ça, qu'il s'agit vraiment de la maladie et de ses conséquences, et de rassurer aussi l'autre sur le fait que tous les moyens seront mis en place pour que cette période soit la plus courte possible. Par contre, si vous ne parlez pas, si vous n'expliquez pas ce qui se passe en vous, l'autre est dans l'incompréhension. Il a l'imaginaire qui peut aller bon train, donc peut très bien se dire, finalement, peut-être que c'est pas tant la maladie que ça. C'est peut-être qu'elle m'aime plus, peut-être qu'elle me désire plus ou qu'il me désire plus, peut-être qu'il ou elle a quelqu'un d'autre. Et c'est là où ça devient vraiment très très compliqué. Donc on revient toujours sur la nécessité de se parler, de se dire les choses. Ok, merci beaucoup pour vos questions. Je pense qu'on en a fait le tour, à moins qu'une dernière question n'apparaisse. La dernière? La toute dernière. La der, non? Allez-y. Non, je crois que c'est bon. Enfin, vous avez traité le sujet en profondeur, si je peux m'autoriser ce terme. Alors, il fallait que j'en fasse une. Fallait la faire. On libérait la parole, c'est l'objectif. Tout à fait. Donc, nous tenions donc à vous remercier au nom de Landar. Je m'autorise, Sonia, de Muriel et de toute l'équipe Dr Spock de votre présence et de vos questions. Nous vous remercions de votre participation chaleureuse. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment parmi nous. Et donc, la prochaine webconférence aura lieu le jeudi 20 juin à 18h30 sur le méthotrexate avec le professeur Tao Pham, qui est rhumatologue à Paris, si je ne m'abuse. Marseille, j'ai raté. Je me suis ratée. Bon, tant pis, sur Marseille. Ok. En tout cas, merci beaucoup et puis on vous dit à très très bientôt. Et merci Muriel, merci Sonia. Avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.